L'odeur de la tarte aux pommes fraîchement cuite et du ragoût de bœuf mijoté emplissait chaque recoin du Maple Grove Diner, un endroit où le temps semblait s'écouler au rythme du miel coulant d'une cuillère en bois. Margaret James travaillait sur ces sols en linoléum usé depuis 8 ans, les mains fermes lorsqu'elle servait le café et le sourire sincère lorsqu'elle s'enquérait de ses petits-enfants et de ses projets pour le week-end. À 34 ans, elle avait cette grâce tranquille qui faisait que les étrangers se sentaient comme de vieux amis et cette mémoire qui lui permettait de se souvenir comment chaque client régulier aimait ses œufs. Le restaurant était situé à la périphérie de Cedar Falls, une ville où tout le monde se connaissait et où les secrets étaient aussi rares que la neige en juillet. L'arrière-grand-mère de Margaret avait ouvert cet établissement en 1952, servant aux camionneurs et aux vendeurs ambulants des repas copieux qui leur remplissaient l'estomac. Aujourd'hui, 3 générations plus tard, Margaret perpétuait la tradition avec les mêmes poêles en fonte et le même engagement à faire en sorte que chaque personne qui franchissait la porte se sent comme un membre de la famille. Elle était en train d'essuyer la table 6 lorsque la berline noire s'est arrêtée devant le restaurant, sa surface polie reflétant le soleil de l'après-midi comme un miroir sombre. Margaret a levé les yeux de son travail, remarquant que la voiture semblait déplacée par rapport au pick-up et aux berlines vieillissantes qui remplissaient habituellement leur parking. Le véhicule était cher, du genre à murmurer la richesse plutôt qu'à la crier. L'homme qui en sortit se déplaçait avec la précision prudente de quelqu'un habitué à être observé. Il était grand, peut-être 1,88 m, avec des cheveux poivre et sel, coiffé par quelqu'un qui facturait plus pour une coupe de cheveux que Margaret ne gagnait en une semaine. Son costume était gris, anthracite, taillé à la perfection, et ses chaussures brillaient malgré le gravier poussiéreux du parking. Mais ce sont ses yeux qui ont attiré l'attention de Margaret lorsqu'il s'est approché de la porte. Ils avaient la couleur des tempêtes hivernales et reflétaient le poids des nuits blanches et des décisions qui affectaient des milliers de vies. James Van Dyke entra dans le restaurant et s'arrêta, son regard balayant les nappes à carreaux et les photographies vintage qui ornaient les murs. La clochette au-dessus de la porte annonça son arrivée avec un tintement joyeux qui semblait presque musical dans le calme de la fin d'après-midi. Il avait mangé dans des restaurants où un seul repas coûtait plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens, avait assisté à des dîners dans des palais et des suites penthouse qui surplombaient des villes entières. Pourtant, quelque chose dans cet endroit simple, avec ses odeurs authentiques et son charme sans prétention, le fit s'arrêter. Margaret s'approcha, un menu sous le bras et une cafetière à la main. « Bonjour, monsieur. Vous êtes seul aujourd'hui ?» Sa voix avait la cadence chaleureuse de quelqu'un qui avait passé sa vie à accueillir les autres. Mais il y avait quelque chose dans la présence de cet homme qui la rendait particulièrement consciente de son uniforme défraîchi et de la petite tache de café sur son tablier. « Oui, seul, » répondit James, sa voix trahissant l'accent raffiné d'une éducation coûteuse et de négociation dans les salles de réunion. Il choisit une banquette près de la fenêtre et se glissa sur le siège en vinyle rouge avec une économie de mouvement qui suggérait qu'il avait l'habitude de prendre des décisions rapides et de s'y tenir. Alors que Margaret lui versait son café, elle remarqua ses mains. Elles étaient douces, sans les marques du travail manuel qui marquaient les paumes de la plupart des hommes de Cedar Falls, mais ses doigts tremblaient légèrement, signe de stress et d'une consommation excessive de caféine. Son alliance reflétait la lumière lorsqu'il tendit la main vers le sucrier, un simple anneau en or qui semblait étrangement modeste pour quelqu'un qui évoluait clairement dans des cercles où la richesse se mesurait en zéro que la plupart des gens ne pouvaient compter. « Le ragoût de bœuf est frais aujourd'hui », proposa Margaret, s'installant dans le rythme confortable de la description des plats du jour. « C'est la recette de mon arrière-grand-mère. Nous le faisons cuire lentement pendant 6 heures jusqu'à ce que la viande se défasse à la fourchette. Il est accompagné de pain de maïs frais et de beurre au miel. » Une ombre passa sur le visage de James
à la mention de son arrière-grand-mère, un souvenir trop fugace pour que Margaret puisse l'interpréter. « Cela semble parfait, dit-il en fermant le menu sans le regarder. Et peut-être pourriez-vous me parler de cet endroit. Il a du caractère. » Le sourire de Margaret s'illumina, tandis qu'elle glissait une mèche de cheveux auburn derrière son oreille. « Il appartient à ma famille depuis 1952. Mon arrière-grand-mère Rose l'a ouvert avec pour seul bagage un rêve et les recettes de sa grand-mère. Elle disait que la nourriture était l'amour rendu visible et que si l'on mettait de l'amour dans chaque plat, les gens le goûteraient et reviendraient. » James s'acquiesça lentement, ses yeux couleur orage, étudiant les photographies en noir et blanc qui tapissaient les murs. Des images des débuts du restaurant, de Rose James dans son tablier couvert de farine, servant du café à des hommes en salopette et à des femmes en robe modeste. Les photos racontaient l'histoire d'une époque plus simple, d'une communauté construite autour de repas partagés et de conversations sincères. « Votre arrière-grand-mère semble avoir été une femme remarquable, » dit James, sa voix trahissant une certaine nostalgie. Parlait-elle parfois de ses premiers clients, les personnes qui ont contribué à la création de cet endroit? Margaret lui remplit sa tasse de café, remarquant que sa question semblait avoir plus d'importance qu'une simple conversation. Oh, elle avait des anecdotes sur tout le monde. Rose avait une mémoire d'éléphant et un cœur assez grand pour tout le conter. Elle disait que chaque personne qui s'asseyait dans ses banquettes laissait un peu de son histoire derrière elle et qu'elle n'était que la gardienne de toutes ces histoires. Alors que Margaret retournait dans la cuisine pour passer sa commande, James resta immobile dans sa banquette, le regard fixé sur une photo particulière près du coin de la pièce. On y voyait Rose James debout derrière le comptoir, dans ce qui semblait être la fin des années 1950, le bras autour d'un jeune homme en uniforme militaire. Le visage du soldat était partiellement masqué par l'ombre, mais quelque chose dans sa posture, dans la façon dont il tenait ses épaules, fit passer un choc électrique de reconnaissance à travers le sang-froid soigneusement contrôlé de James. Le ragoût de bœuf arriva fumant, accompagné d'une corbeille de pain de maïs qui embaumait l'air d'une odeur de beurre et de miel. Margaret posa l'assiette avec une efficacité acquise par l'habitude, mais James ne prêta guère attention au repas. Son attention restait fixée sur cette photo, son café refroidissant à mesure que les minutes s'écoulaient en silence. « Monsieur, tout va bien ?» La voix de Margaret trahissait une certaine inquiétude. En 8 ans, au service des clients, elle avait développé un instinct pour lire dans les pensées des gens, et quelque chose dans l'immobilité soudaine de cet homme avait déclenché une alarme dans son esprit. James ramena son attention sur elle, réussissant à esquisser un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « J'admirais simplement les photos. Celle-ci en particulier. » Il fit un signe de tête vers le coin. « Le jeune soldat avec votre arrière-grand-mère. » « Savez-vous qui il était ?» Margaret suivit son regard vers l'image familière. « Je pense que cela date de 1958. L'arrière-grand-mère ne nous a jamais dit son nom, mais elle disait souvent qu'il était spécial. Un jeune homme loin de chez lui qui avait besoin d'un endroit où se sentir chez lui. Elle l'a nourri gratuitement pendant des mois lorsqu'il était entre 2 emplois, disant qu'il lui rappelait son propre fils mort en Corée. » La fourchette dans la main de James trembla légèrement lorsqu'il coupa le bœuf tendre. A-t-elle jamais mentionné ce qui lui était arrivé? Où il était parti? Rose disait toujours qu'il était destiné à de grandes choses, qu'il avait l'esprit capable de changer le monde si on lui en donnait l'occasion. Elle l'aidait à trouver des petits boulots en ville, le mettait en relation avec des gens qui pouvaient lui donner du travail. La dernière fois qu'elle avait eu de ses nouvelles, il avait déménagé dans l'Est pour une bourse d'études ou une opportunité professionnelle. Elle ne l'a jamais revu, mais elle a gardé cette photo accrochée au mur pendant 60 ans. James posa sa fourchette, oubliant son repas, submergé par les paroles de Margaret. Le jeune soldat sur la photo avait 18 ans. Il était affamé et désespéré. Il travaillait dans le bâtiment pendant la journée et dormait dans une pension qui sentait le moisi et les rêves brisés.
Rose James avait été la première personne à Cedar Falls à le traiter avec une gentillesse sincère, à voir son potentiel là où les autres ne voyaient qu'un vagabond de passage. « Margaret », dit James d'une voix grave, qui la fit s'arrêter de nettoyer la table voisine. « Serait-il possible de voir cette photo de plus près ?» Quelque chose dans son ton la poussa à poser ses produits de nettoyage et à se diriger vers le coin où était accrochée la photo. Elle la décrocha délicatement de son clou, la manipulant avec le respect réservé aux trésors familiaux. Alors qu'elle la rapportait à sa table, James se leva, sa grande taille rendant le petit restaurant encore plus intime. De près, la photo était plus nette, les détails plus prononcés. Le visage aimable de Rose James rayonnait de fierté maternelle, alors qu'elle se tenait à côté du jeune soldat, son bras posé sur son épaule, dans un geste d'affection protectrice. Mais c'est le visage du soldat, qui n'était plus obscurci par l'ombre, qui fit s'écrouler le monde soigneusement construit par James. Margaret le regarda pâlir, sa respiration devenir superficielle et rapide. « Monsieur, vous vous sentez bien ? Dois-je appeler quelqu'un ?» James fouilla dans sa veste avec des doigts tremblants et en sortit un portefeuille en cuir usé. Il en retira une petite photo, froissée et décolorée par le temps. Elle représentait une jeune femme aux yeux doux et au sourire chaleureux, debout dans ce qui semblait être le même restaurant, vêtue du même tablier couvert de farine que Rose James portait sur la photo, accrochée au mur. « Margaret », murmura-t-il, sa voix à peine audible au-dessus du bourdonnement de la machine à café. « J'ai besoin de vous poser une question et j'ai besoin que vous réfléchissiez très attentivement avant de répondre. » Elle acquiesça, sentant que ce qui allait se passer allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. « Cette femme sur ma photo », continua James, les mains tremblantes, tandis qu'il posait l'image sur la table, à côté de la photo du restaurant. « Votre arrière-grand-mère a-t-elle jamais mentionné avoir une sœur, quelqu'un qui aurait quitté Cedar Falls il y a de nombreuses années ?» Margaret fixa les deux photos côte à côte, l'esprit en ébullition, alors qu'elle assimilait la ressemblance impossible entre les deux femmes. Les mêmes yeux doux, le même sourire chaleureux, la même façon de tenir leurs épaules, comme si elles étaient prêtes à embrasser le monde entier. « Elle n'a jamais parlé d'une sœur, » dit Margaret lentement, la voix étranglée, alors qu'elle commençait à comprendre les implications. Mais il y avait toujours quelque chose dont elle ne voulait pas parler. Une tristesse dans ses yeux chaque fois que quelqu'un lui posait des questions sur sa famille. Elle disait souvent que l'amour signifiait parfois lâcher prise, même si cela vous brisait le cœur. James sentit ses genoux fléchir et s'agrippa au bord de la table pour se stabiliser. La vérité qui lui avait échappé pendant 35 ans lui apparut soudain comme un phare dans l'obscurité. Le jeune soldat sur la photo de Rose n'était pas simplement un client qu'elle avait aidé. Il regardait son propre visage, 65 ans plus jeune, capturé dans un moment d'espoir et de possibilité dont il avait presque oublié l'existence. Le silence dans le restaurant s'étirait comme un fil tendu, rompu seulement par le doux bouillonnement du café et le bourdonnement lointain de la circulation sur la route départementale. Margaret se surprit à retenir son souffle, tandis qu'elle examinait les deux photos, son esprit luttant pour assimiler ce que ses yeux lui révélaient. La ressemblance entre les deux femmes était indéniable, mais impossible à concilier avec tout ce qu'elle pensait savoir de l'histoire de sa famille. James Van Dyke restait debout, les jointures des doigts blanchies, à force de serrer le bord de la table. Les murs qu'il avait soigneusement érigés autour de son passé s'effondraient, brique par brique, révélant des souvenirs qu'il avait enfouis si profondément qu'il s'était convaincu qu'il s'agissait de rêves. L'odeur de la tarte aux pommes de Rose, le son de son rire lorsqu'elle racontait des histoires à quiconque voulait bien l'écouter, la façon dont elle le regardait, non pas comme un fardeau, mais comme un jeune homme en qui il valait la peine de croire. « Monsieur Van Dyke ?» La voix de Margaret semblait venir de très loin. « C'est bien votre nom, n'est-ce pas ? Je l'ai vu sur la carte de crédit, lorsque vous avez payé votre essence,
à la station Miller le mois dernier. Il leva brusquement les yeux, surpris qu'elle l'ait reconnu. James Van Dyke, PDG de Van Dyke Industries, un homme dont le visage ornait les couvertures des magazines financiers et dont les décisions faisaient bouger les marchés. À Cedar Falls, il n'était qu'un étranger de passage, du moins le croyait-il. « Vous vous souvenez de moi, il y a un mois ?» Sa voix trahissait à la fois sa surprise et quelque chose qui pouvait être de la gratitude. Margaret acquiesça, son expérience de serveuse lui ayant appris à remarquer des détails que d'autres auraient pu manquer. « Vous avez acheté un café et demandé votre chemin pour vous rendre au vieux cimetière de Maple Street. Vous sembliez chercher quelque chose en particulier. » Le cimetière. James ferma les yeux, se remémorant ce matin gris d'octobre, où il avait enfin trouvé le courage de se rendre sur la tombe de Rose. Il était resté là pendant plus d'1 heure, lisant la simple pierre tombale qui portait son nom et ses dates, essayant de trouver les mots pour exprimer tout ce qu'il n'avait jamais dit. Rose Elizabeth James, mère et grand-mère bien-aimée, 1920 à 1998. L'inscription avait été effacée par les intempéries et le temps, mais l'amour qui se cachait derrière était toujours visible dans chaque lettre soigneusement choisie. « Je cherchais quelqu'un que j'aurais dû rendre visite il y a des années, » dit James doucement. « Quelqu'un qui a changé ma vie d'une manière que je commence seulement à comprendre. » Margaret posa délicatement les photos avec des gestes prudents et délibérés, comme si elle manipulait les pièces d'un puzzle qui risquait de se briser si on les touchait. « Monsieur Van Dyke, je pense que nous devons avoir une conversation plus longue. Cela vous dérange-t-il si je ferme le restaurant plus tôt aujourd'hui ?» Il acquiesça, la regardant accomplir la routine familière consistant à fermer le restaurant. Elle retourna l'enseigne sur la porte d'entrée, éteignit les néons qui annonçaient les tartes fraîches et les plats du jour, puis se servit 2 tasses de café, avant de s'installer dans la banquette en face de lui. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres, projetant de longues ombres sur les nappes à carreaux et créant une atmosphère propice aux confidences intimes. « Parlez-moi de Rose, » dit James, d'une voix désormais calme malgré le séisme émotionnel qui secouait ses fondations. « Parle-moi de la femme qui m'a sauvé la vie. » Margaret enroula ses mains autour de sa tasse de café, puisant du réconfort dans sa chaleur, tandis qu'elle cherchait les mots justes. L'arrière-grand-mère Rose était le genre de personne qui pouvait voir directement dans ton âme. Elle avait cette façon de savoir exactement ce dont quelqu'un avait besoin, que ce soit un repas chaud, un mot gentil, ou simplement quelqu'un qui écoute sans juger. Les gens venaient de 3 comtés différents en voiture, juste pour s'asseoir dans sa cuisine et lui confier leurs problèmes. Elle fit une pause, le regard lointain, tandis qu'elle puisait dans les souvenirs transmis de génération en génération à travers les histoires familiales. Mais il y avait toujours quelque chose d'autre chez elle, quelque chose qu'elle gardait secret. Maman disait que Rose portait en elle une tristesse secrète, comme si elle pleurait quelqu'un qui était encore en vie. Chaque année, à la même date en septembre, elle fermait le restaurant et passait la journée seule. Personne n'a jamais su pourquoi. James sentit sa poitrine se serrer alors que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Le 15 septembre. Cette date était gravée dans sa mémoire comme au fer rouge, le jour où il avait quitté Cedar Falls, avec pour seul bagage un ticket de bus et la promesse d'écrire. Une promesse qu'il avait rompue au bout de 6 mois, alors que son ambition et les opportunités qui s'offraient à lui l'éloignaient de plus en plus des valeurs de la petite ville qu'il avait façonnée. « A-t-elle jamais parlé d'un certain Jimmy ?» demanda-t-il, utilisant le surnom que Rose lui avait donné pendant ces longs mois d'été, où il avait fait des petits boulots et rêvé d'un avenir qui semblait impossible et lointain. Margaret écarquilla les yeux en le reconnaissant. Jimmy était son fantôme. La seule personne dont elle parlait sans jamais donner d'explication. Elle disait que Jimmy avait l'esprit le plus brillant qu'elle ait jamais rencontré, qu'il voyait des solutions là où les autres ne voyaient que des problèmes,
Mais elle disait aussi qu'il était celui qui lui avait échappé, le fils qu'elle n'avait jamais eu, et qui lui avait brisé le cœur en disparaissant. Ces mots frappèrent James comme un coup physique, chaque syllabe portant le poids de 35 ans de regrets. Il s'était convaincu que partir était le bon choix, qu'un enfant pauvre venu de nulle part n'avait pas à maintenir des liens avec une vie dont il essayait de s'échapper. Il s'était dit que Rose comprendrait, qu'elle voudrait qu'il saisisse les opportunités qui s'offraient à lui dans le monde des affaires. « Je ne lui ai jamais écrit », murmura-t-il, cette confession lui déchirant la gorge comme du verre brisé. Je lui avais promis que je lui écrirais, que je lui rendrais visite, que je n'oublierais jamais ce qu'elle avait fait pour moi. Puis la vie s'est compliquée. Les mois se sont transformés en années, et soudain, j'ai eu l'impression que trop de temps s'était écoulé pour reprendre contact. Margaret tendit le bras par-dessus la table et posa sa main sur la sienne, un geste qui exprimait la même compassion inconditionnelle que celle dont il se souvenait chez Rose. Elle n'a jamais cessé de croire en toi. Même à la fin, alors que le cancer lui enlevait tout le reste, elle parlait de son Jimmy et se demandait s'il avait trouvé sa voie dans la vie. La mention du cancer provoqua un nouveau choc chez James. Il était en voyage en Asie lorsque Rose est décédée, concluant des contrats et bâtissant l'empire qui allait finalement faire de lui l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Il avait appris sa mort par une brève nécrologie dans le Cedar Falls Gazette que quelqu'un avait transmise à son bureau. Quand il l'avait vue, les funérailles étaient déjà terminées, les fleurs étaient fanées, et une autre occasion de lui dire adieu lui avait échappé comme du sable entre les doigts. « J'aurais dû être là, dit-il, la voix brisée par l'émotion qu'il avait passé des décennies à apprendre à réprimer. Elle était en train de mourir, et j'étais à Tokyo à discuter de projections de marché et de marge bénéficiaire. Elle n'aurait pas voulu que tu portes cette culpabilité, répondit Margaret, avec fermeté. Rose disait toujours que l'amour ne consistait pas à être au même endroit, au même moment. Il s'agissait plutôt d'emporter quelqu'un avec soi partout où l'on allait, de laisser son influence façonner la personne que l'on devenait. James la regarda avec des yeux brillants de larmes contenues. « Mais quel genre de personne suis-je devenue ? J'ai bâti une fortune en étant impitoyable, en coupant les liens avec tout ce qui pouvait me ralentir ou me rendre vulnérable. Je suis devenu exactement le genre d'homme qui aurait déçu Rose. » « Vraiment ?» rétorqua Margaret avec douceur. « Ou bien as-tu utilisé la force qu'elle t'a donnée pour survivre dans un monde qui ne valorise pas la gentillesse ? Peut-être que la question n'est pas de savoir quel genre de personne tu es devenue, mais quel genre de personne tu choisis d'être maintenant. » Le restaurant redevint silencieux, tandis que James réfléchissait à ses paroles. Dehors, les ombres s'allongeaient, et les premiers réverbères commençaient à s'allumer le long de Main Street. Cedar Falls s'installait dans son rythme nocturne, un rythme de vie qui semblait aussi étranger à James qu'une langue différente. Dans son monde, les soirées étaient consacrées aux événements de réseautage et aux appels téléphoniques d'eau stratégiques, à l'examen des rapports et à la planification des conquêtes du lendemain. « Margaret, dit-il finalement, il y a autre chose que je dois vous dire. Quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi je suis vraiment ici. » K. Elle acquiesça, sentant qu'ils approchèrent du cœur de ce qui avait ramené cet homme puissant dans un endroit qu'il avait passé des décennies à essayer d'oublier. « Il y a 3 mois, j'ai eu une crise cardiaque, » poursuivit James, d'une voix calme mais lourde de la gravité de la mortalité. Rien de trop grave, selon les médecins, mais suffisamment grave pour que je commence à me poser des questions sur le sens réel de ma vie. Je me suis rendu compte que j'avais passé 35 ans à bâtir quelque chose d'impressionnant sur le papier, mais que je ne pouvais citer aucune personne qui pleurerait sincèrement ma disparition. Il fit une pause, rassemblant son courage pour exprimer la crainte qui le hantait depuis ce moment à l'hôpital où il s'était réveillé sans trouver de visiteurs, ni de fleurs, ni aucune preuve que son absence du monde laisserait un vide significatif.
J'ai commencé à penser à Rose, à la façon dont elle avait cru en moi, alors que je ne pouvais pas croire en moi-même. Je me suis demandé s'il était encore temps de devenir l'homme qu'elle pensait que je pouvais être, ou si j'avais trop avancé sur la mauvaise voie pour pouvoir faire demi-tour. Margaret sentit son cœur se briser pour cet homme qui avait accompli tout ce que le monde lui avait dit de vouloir, pour finalement découvrir que le succès, sans lien avec les autres, n'était qu'une forme élaborée d'échec. Elle repensa aux histoires de Rose, aux jeunes soldats qui avaient un tel potentiel, et elle commença à comprendre que ce n'était pas une simple rencontre fortuite. C'était l'univers qui offrait une chance de rédemption que la plupart des gens n'avaient jamais eue. « Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit Margaret en se levant de la banquette et en se dirigeant vers la vieille caisse enregistreuse qui avait servi le restaurant pendant des décennies. Elle en retira une boîte en bois usée par d'innombrables mains. Rose a laissé des instructions pour que cette boîte ne soit ouverte que si quelqu'un venait chercher Jimmy. » James sentit son souffle se couper lorsque Margaret revint à la table avec la boîte. C'était une simple boîte en pain, du genre de celles qui contiennent des recettes ou des documents importants, mais la façon dont elle la manipulait suggérait que son contenu était d'une valeur inestimable. « Elle m'a fait promettre, poursuivit Margaret, que si un homme venait ici pour demander des nouvelles du soldat sur la photo, s'il semblait porter le poids du regret et l'espoir de la rédemption, je lui donnerais cette boîte. » Les doigts tremblants, James souleva le couvercle. À l'intérieur, niché dans du papier de soie jauni par le temps, se trouvait une série d'objets qui le ramenèrent instantanément à cet été décisif de 1958. Une lettre écrite de la main soignée de Rose, adressée simplement à « Mon cher Jimmy ». Une petite croix en bois qui était accrochée au-dessus de la fenêtre de sa cuisine, et sous tout cela, un livret bancaire montrant des dépôts réguliers effectués à son nom, mois après mois, année après année, jusqu'à la mort de Rose en 1998. La lettre était brève, écrite dans l'écriture fluide dont il se souvenait dans les notes qu'elle lui laissait avec son déjeuner lorsqu'il travaillait dans le bâtiment en ville. « Jimmy, disait-elle, j'ai toujours su que tu retrouverais ton chemin quand le moment serait venu. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais c'est ce que j'ai pu mettre de côté chaque mois grâce aux pourboires et aux ventes supplémentaires de tartes. Considère cela comme un investissement dans l'homme que j'ai toujours su que tu deviendrais. Utilise-le pour aider les autres à trouver leur chemin, tout comme tu as trouvé le tien. Avec tout mon amour, Rose. » James souleva le livret bancaire avec des mains qui tremblaient si violemment qu'il pouvait à peine lire les chiffres. 40 ans de dépôt, d'intérêts composés et de gestion prudente avaient transformé les modestes contributions de Rose en une somme qui aurait été importante même pour un homme de sa fortune. Mais ce n'était pas l'argent qui l'avait fait s'agenouiller sur le sol en linoléum usé du Maple Grove Diner. C'était la prise de conscience que Rose n'avait jamais cessé de croire en lui, n'avait jamais cessé de se préparer à son retour, n'avait jamais cessé d'aimer le jeune homme qu'il avait été, même s'il était devenu quelqu'un qu'elle n'aurait peut-être pas reconnu. Margaret s'agenouilla à côté de lui tandis qu'il pleurait, posant doucement sa main sur son épaule dans un geste qui le reliait, à travers les décennies, à la femme qui avait vu son potentiel alors qu'il ne le voyait pas lui-même. Le restaurant autour d'eux retint son souffle, comme si même le bâtiment comprenait que quelque chose de sacré se passait entre ses murs. Lorsque James trouva enfin la force de se lever, ses jambes restèrent instables sous lui. Le poids de 40 ans de culpabilité et de regrets accumulés semblait peser sur ses épaules, comme un fardeau physique. Margaret resta près de lui, sa présence étant un point d'ancrage stable dans la tempête émotionnelle qui menaçait de le submerger complètement. « Elle ne m'a jamais abandonné, murmura-t-il en serrant le livret bancaire contre sa poitrine. Même lorsque j'ai abandonné moi-même, même lorsque je me suis convaincu que le passé n'avait pas d'importance, elle était toujours là, toujours pleine de foi. » Margaret l'aida à regagner sa place, remarquant à quel point ce titan de l'industrie avait été ramené à quelque chose de brut et d'humain par le simple pouvoir de l'amour inconditionnel.
Elle avait déjà vu le chagrin s'installer sur ces mêmes sièges, avait vu d'innombrables clients surmonter leurs pertes et leurs déceptions autour de tasses de café qui refroidissaient pendant qu'ils digéraient leur douleur. Mais l'angoisse de James avait quelque chose de différent, quelque chose qui témoignait de décennies d'émotions soigneusement enfouies qui finissaient par remonter à la surface. « Parlez-moi de cet été, dit-elle doucement, en se rassoyant en face de lui. Aidez-moi à comprendre ce que Rose représentait pour vous. » James fixa ses mains, voyant non pas les doigts manucurés d'un cadre supérieur, mais les paumes calleuses d'un jeune homme de 18 ans qui travaillait de l'aube au crépuscule, juste pour pouvoir se payer une chambre et 3 repas par jour. Les souvenirs lui revinrent avec une clarté saisissante, comme s'ils avaient attendu juste sous la surface que quelqu'un leur donne la permission de remonter à la surface. « Je n'étais personne, commença-t-il, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Mon père était mort dans un accident d'usine quand j'avais 16 ans, et ma mère n'avait pas les moyens de me garder à la maison. J'avais erré de ville en ville pendant 2 ans, acceptant tous les emplois que je trouvais, dormant là où on m'accueillait. Quand je suis descendu du bus à Cedar Falls, je n'avais que 17 $ en poche et des trous dans mes 2 chaussures. » Il fit une pause, perdu dans le souvenir de ce premier jour où il était entré dans ce même restaurant, attiré par l'odeur du pain frais et la chaleur qui semblait rayonner à travers les fenêtres. Rose l'avait regardé et avait vu, au-delà de la saleté et du désespoir, le potentiel qui se cachait en lui. « Elle m'a engagé pour réparer les marches arrière, » a poursuivi James, un léger sourire effleurant ses lèvres à ce souvenir. « Elle m'a payé 5 $ et m'a offert un repas chaud. Mais quand j'ai terminé le travail, elle m'en a trouvé un autre, puis un autre. C'était comme si elle avait une liste infinie de projets à réaliser, tous suffisamment importants pour justifier ma présence. » Margaret acquiesça, reconnaissant le schéma. Rose était célèbre dans tout Cedar Falls pour sa capacité à trouver du travail à tous ceux qui en avaient parfois besoin, à créer des opportunités là où il n'y en avait pas auparavant. Elle avait une compréhension intuitive de la dignité humaine, sachant que les gens avaient besoin de mériter leur aide plutôt que de la recevoir simplement comme une aumône. Les ouvriers du chantier avec lesquels je travaillais pensaient là que j'étais fou de passer mes soirées ici plutôt qu'à la Murphy's Tavern avec les autres gars, dit James. Mais la cuisine de Rose me donnait un sentiment d'appartenance que je n'avais plus connu depuis la mort de mon père. Elle me posait des questions sur les livres pendant que je l'aidais à préparer les légumes, me mettait au défi de résoudre des problèmes pendant que nous travaillions sur les plats du jour. Il leva les yeux vers Margaret, le regard brillant de l'intensité du souvenir retrouvé. Elle voyait en moi quelque chose que je ne voyais pas moi-même. Quand je lui ai dit que je n'avais jamais terminé mes études secondaires, elle m'a apporté des manuels scolaires de la bibliothèque. Quand j'ai mentionné mon intérêt pour les affaires, elle a commencé à me montrer comment elle gérait les comptes du restaurant. Elle traitait mon esprit comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux, qui méritait d'être développé et protégé. La lumière de l'après-midi déclinait à l'extérieur, plongeant le restaurant dans des tons dorés qui faisaient briller les photographies anciennes d'une lumière intérieure. Margaret se laissa transporter par les paroles de James, voyant son arrière-grand-mère à travers les yeux de quelqu'un dont la vie avait été fondamentalement bouleversée par sa gentillesse. « Que s'est-il passé quand vous êtes parti ?» demanda Margaret, même si elle se doutait que la réponse serait douloureuse pour eux deux. L'expression de James s'assombrit, la culpabilité qui l'accompagnait depuis des décennies s'installant à nouveau sur son visage comme un masque familier. Un homme est venu en ville à la fin du mois d'août, un homme d'affaires de Chicago qui cherchait des jeunes brillants pour rejoindre son entreprise. Rose avait parlé de moi à tout le monde, de mon intelligence, de mon travail acharné. Quand il m'a proposé un poste, elle m'a pratiquement poussé vers cette opportunité. Il tendit la main vers sa tasse de café, mais constata que ses mains tremblaient encore trop pour la soulever sans la renverser. Elle était si fière, si enthousiaste à l'idée
de ce que cela pouvait signifier pour mon avenir. Elle dépensa son propre argent pour m'acheter un costume correct pour l'entretien, me fit promettre de lui écrire chaque semaine et de lui raconter toutes les choses importantes que j'apprendrais. Le silence qui suivit était lourd du poids des promesses non tenues et des occasions manquées. Margaret pouvait voir le jeune homme qu'avait été James, plein d'espoir et de détermination, se tenant au seuil d'une nouvelle vie, avec la bénédiction de Rose résonnant dans ses oreilles. Elle pouvait également voir l'homme d'affaires prospère qu'il était devenu, endurci par des années de concurrence et de compromis, perdant peu à peu le contact avec les valeurs qui l'avaient autrefois défini. Les lettres ont cessé après 6 mois, a poursuivi James, la voix chargée de remords. Au début, je me suis dit que j'étais trop occupé, que j'écrirais bientôt une longue lettre pour rattraper le retard. Puis, le temps que j'avais laissé passer est devenu embarrassant. Il m'a alors été plus facile de faire comme si cette partie de ma vie n'avait jamais existé. Margaret ressentit un élan de colère pour sa grand-mère, imaginant Rose vérifiant son courrier jour après jour, attendant des nouvelles qui ne venaient jamais. Mais en regardant l'expression tourmentée de James, elle comprit qu'il s'était puni plus sévèrement qu'elle n'aurait jamais pu le faire. « Elle n'a jamais cessé de poser des questions sur toi, » dit Margaret, doucement. Même 20 ans plus tard, chaque fois que quelqu'un mentionnait avoir rencontré un jeune homme d'affaires de Chicago, ses yeux s'illuminaient et elle demandait s'il savait quelque chose sur son Jimmy. Ces mots frappèrent James comme des coups physiques, chacun lui faisant prendre conscience de l'ampleur de l'amour qu'il avait inconsciemment rejeté. Il avait passé des décennies à ériger des murs autour de ses émotions, se convainquant que les sentiments étaient une faiblesse et que les gens qui réussissaient ne pouvaient pas se permettre de regarder en arrière. À présent, ces murs s'effondraient, révélant le jeune homme effrayé qui avait toujours vécu au cœur de son succès. « Je n'arrêtais pas de me dire que je reviendrais un jour, » murmura-t-il. « Quand je serai suffisamment établi, suffisamment riche, suffisamment prospère pour qu'elle soit fière de moi. Je voulais franchir cette porte en tant que personne importante, digne de la confiance qu'elle m'avait accordée. » Margaret se pencha en avant, sa voix empreinte de la même douce fermeté dont Rose faisait preuve dans les conversations difficiles. « James, elle était déjà fière de toi. Dès l'instant où tu as franchi cette porte, elle était fière. Le succès que tu as connu par la suite n'a fait que confirmer ce qu'elle savait déjà. » « Mais je suis devenu tout ce qu'elle aurait détesté, » protesta James, les mots jaillissant dans un élan de confession. « J'ai écrasé des petites entreprises, licencié des milliers de personnes, pris des décisions basées uniquement sur les marges bénéficiaires. Je suis devenu exactement le genre de personne contre laquelle elle me mettait en garde, le genre qui oublie d'où il vient et ce qui compte vraiment. » Margaret scruta son visage et ne vit pas le prédateur impitoyable qu'il décrivait, mais un homme qui avait perdu son chemin et cherchait désespérément à retrouver son authenticité. Elle repensa à la philosophie de Rose, à la façon dont son arrière-grand-mère avait toujours cru que les gens étaient fondamentalement bons, que les circonstances et les choix pouvaient les égarer, mais que la rédemption était toujours possible pour ceux qui la recherchaient sincèrement. « Avez-vous déjà pensé, demanda Margaret avec précaution, que l'influence de Rose était peut-être toujours là, même si vous ne la voyiez pas, que peut-être une partie de ses enseignements guidait vos décisions, même dans ce monde différent ?» James la regarda avec perplexité, incapable de voir comment sa carrière dans le monde des affaires pouvait être liée à cette femme qui nourrissait les chats errants et ne refusait jamais d'aider quelqu'un dans le besoin. Margaret se leva et se dirigea vers un classeur derrière le comptoir, revenant avec un dossier rempli de coupures de journaux et d'articles de magazines. « Après votre départ, Rose a commencé à suivre votre carrière. Elle s'est abonnée à des magazines économiques et a demandé à la bibliothécaire de l'aider à utiliser Internet pour faire des recherches sur votre entreprise. Elle a conservé tous les articles qui mentionnaient votre nom. » Elle étala les coupures sur la table, révélant des décennies de couverture médiatique sur Van Dyke Industries. Mais il ne s'agissait pas d'articles économiques choisis au hasard.
Il s'agissait d'articles soigneusement sélectionnés qui mettaient en avant les dons caritatifs de l'entreprise, ses programmes d'avantages sociaux pour les employés et ses initiatives environnementales. Rose avait rassemblé des preuves de l'homme que James était en train de devenir, cherchant des signes que les valeurs qu'elle lui avait inculquées étaient toujours vivantes sous l'apparence corporative. « Regardez celui-ci », dit Margaret en montrant un article de 1995. Van Dyke Industries crée un fonds de bourse d'études pour les jeunes défavorisés. 500 000 $ par an pour aider les enfants qui n'ont pas les moyens d'aller à l'université. Elle passa à une autre coupure de presse. L'entreprise fournit des logements d'urgence aux employés touchés par les inondations. Le PDG supervise personnellement les efforts de secours. James regardait les articles avec un étonnement croissant. Il s'agissait d'initiatives qu'il avait approuvées presque automatiquement, des décisions qui lui avaient semblé relever du bon sens, plutôt que d'actes de charité conscients. Il ne les avait jamais associées aux leçons que Rose lui avait enseignées sur le fait de prendre soin des gens, d'utiliser tous les avantages dont on disposait pour aider ceux qui en avaient besoin. Elle l'avait vu, poursuivit Margaret, la voix pleine de fierté. Même lorsque vous ne le voyiez pas vous-même, elle voyait que son Jimmy était toujours là, qu'il continuait à faire des choix basés sur les valeurs qu'elle lui avait enseignées. Elle disait souvent que le succès ne corrompait pas les bonnes personnes, mais leur donnait simplement de plus grandes opportunités de faire le bien. Cette révélation était stupéfiante. Alors que James se torturait de culpabilité pour avoir abandonné ses principes, Rose avait rassemblé des preuves montrant que ses principes ne l'avaient jamais vraiment quitté. Elle l'avait observé de loin, alors qu'il construisait quelque chose qui était plus que simplement rentable, quelque chose qui reflétait les leçons de responsabilité et de compassion qu'elle lui avait enseignées dans sa cuisine. « Le fonds médical pour les employés », dit soudain James, la voix pleine d'émerveillement. « Je l'ai créé après ma première grande acquisition, lorsque j'ai réalisé que certains des travailleurs dont nous avions hérité n'avaient pas accès aux soins de santé. Je me suis dit que c'était simplement une bonne affaire de garder les gens en bonne santé et productifs. » « Et le programme d'alphabétisation ?» demanda Margaret en montrant une autre coupure de presse. « Nous avons établi un partenariat avec des bibliothèques dans des quartiers défavorisés, fourni des ordinateurs et un accès à Internet. J'ai dit qu'il s'agissait de développer de futurs viviers de talents, mais... » Il s'interrompit, se souvenant de l'insistance de Rose sur le fait que l'éducation était la clé de tout, que la connaissance était la seule chose que personne ne pouvait vous enlever. Margaret vit la compréhension se dessiner dans ses yeux, alors qu'il commençait à considérer sa carrière non pas comme une trahison des enseignements de Rose, mais comme leur prolongement. Le jeune homme, effrayé qu'elle avait élevé, était devenu quelqu'un qui exerçait une influence considérable, et qu'il en ait pris conscience ou non, il avait utilisé cette influence d'une manière qui l'aurait rendu fier. « Elle savait, » dit Margaret doucement. Rose disait toujours que les gens ne révélaient leur véritable caractère, non pas dans de petits moments de gentillesse, mais dans la façon dont ils utilisaient leur pouvoir, lorsqu'ils pensaient que personne ne les regardait. Pour elle, ces articles n'étaient pas seulement des décisions commerciales. Ils étaient la preuve que le garçon, en qui elle avait cru, était devenu un homme digne de cette confiance. James sentit quelque chose changer en lui, un relâchement du nœud de culpabilité et de regret qui l'étouffait depuis des décennies. Pour la première fois, il commença à envisager la possibilité que son succès n'ait pas été une trahison de ses origines, mais leur accomplissement. Rose ne s'était pas contentée de le nourrir et de l'héberger pendant cet été crucial. Elle avait planté des graines qui avaient poussé pour former une forêt qu'il ne savait même pas qu'il cultivait. Le restaurant s'était assombri autour d'eux, alors que le soir tombait sur Cedar Falls. Margaret tendit la main pour allumer les lumières du plafond, mais la lueur chaleureuse ne fit que souligner l'intimité de leur conversation. Dehors, la ville s'installait dans son rythme nocturne, mais à l'intérieur du Maple Grove Diner, deux personnes découvraient que les liens entre le passé et le présent étaient
plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. « Il y a encore une chose, » dit Margaret en revenant vers la boîte en bois qui avait déclenché cette révélation. Elle en sortit un petit journal en cuir, dont les pages étaient jaunies par le temps. « Rose l'a conservé pendant les mois où tu étais ici. Elle y écrivait chaque soir, documentant tes progrès, vos conversations, tes rêves pour l'avenir. » James accepta le journal avec des mains tremblantes, craignant ce qu'il pourrait trouver dans ces pages. Le cuir était assoupli par le temps, usé par les doigts de Rose, qui l'avait tenu nuit après nuit, consignant ses observations sur le jeune homme qui avait fait irruption dans sa vie. Les entrées étaient datées, commençant par son arrivée à Cedar Falls et se poursuivant jusqu'à son départ. L'écriture de Rose était soignée et réfléchie, ses mots choisis avec la précision de quelqu'un qui comprenait qu'elle consignait quelque chose d'important. 15 juin 1958. Un jeune homme est arrivé aujourd'hui, affamé et fier. Il me rappelle mon frère à cet âge, plein de potentiel et d'entêtement. Je lui ai donné du travail pour réparer les marches. Quelque chose me dit que celui-ci va tous nous surprendre. James sentit sa gorge se serrer en lisant le récit que Rose avait fait de lui-même lorsqu'il était plus jeune. Elle avait vu au-delà de ses défenses, dès le début, avait reconnu l'intelligence et la motivation qu'il était trop abattu pour reconnaître en lui-même. 3 juillet 1958. Jimmy a terminé le système d'inventaire que je lui avais demandé de concevoir. Il est brillant, plus sophistiqué que tout ce que nous avons jamais utilisé. Il a un sens des affaires qui pourrait le mener loin. Je prie pour qu'il trouve des gens qui cultiveront ce don au lieu de l'exploiter. Les entrées se poursuivaient, documentant sa croissance et son développement tout au long de cet été transformateur. Rose avait été plus qu'une simple bienfaitrice. Elle avait été une observatrice attentive, notant ses forces et ses faiblesses, célébrant ses victoires et le soutenant dans ses doutes. 20 août 1958. L'homme de Chicago était là aujourd'hui. Il a proposé à Jimmy un poste qui pourrait changer sa vie. Je suis à la fois terrifié et ravi. Terrifié parce que je sais que je vais le perdre. Ravi parce que je sais que c'est sa chance de devenir tout ce qu'il est destiné à être. Je lui ai fait promettre de m'écrire, mais je sais qu'il ne le fera pas. Les jeunes hommes comme Jimmy sont destinés à voler de leurs propres ailes, pas à regarder en arrière. La vision de James s'est brouillée lorsqu'il a lu la prédiction de Rose sur son propre comportement. Elle savait déjà à l'époque qu'il disparaîtrait de sa vie, mais elle l'avait quand même encouragé à saisir cette opportunité. Son amour était suffisamment désintéressé pour le laisser partir, même si elle savait que cela lui briserait le cœur. La dernière entrée était datée de la veille de son départ. 30 août 1958. Jimmy part demain. Je lui ai donné tout ce que je pouvais, mais je prie pour que cela suffise à le soutenir dans le monde dans lequel il s'apprête à entrer. Il porte en lui une lumière, une bonté qui, je l'espère, survivra à tous les défis qui l'attendent. S'il ne revient jamais, s'il n'écrit jamais, je considérerai quand même ces mois comme le plus grand privilège de ma vie. Avoir joué un petit rôle dans le lancement d'un jeune homme aussi remarquable dans le monde est un cadeau suffisant pour toute une vie. James ferma le journal et resta assis en silence, submergé par la profondeur de l'amour de Rose et l'ampleur de sa propre cécité. Elle l'avait vu plus clairement qu'il ne s'était jamais vu lui-même, l'avait aimé plus complètement qu'il ne l'avait jamais mérité. Et elle l'avait libéré pour qu'il poursuive son destin avec une grâce qu'il commençait seulement à comprendre. Margaret tendit la main par-dessus la table et lui prit la main, son contact chaud et rassurant dans l'obscurité grandissante. « James, elle ne s'attendait pas à ce que tu reviennes. Elle ne s'attendait pas à recevoir des lettres, des visites ou des remerciements. Tout ce qu'elle voulait, c'était que tu deviennes l'homme qu'elle savait que tu pouvais être. Et tu l'as fait. » La vérité de ces paroles s'abattit sur lui comme une bénédiction, soulevant le poids de la culpabilité qu'il portait depuis tant d'années. Rose n'attendait pas son retour pour valider son investissement.
Elle l'observait de loin tandis qu'il le validait par ses actions, par les choix qu'il faisait, alors qu'il pensait que personne d'important ne prêtait attention. « Je dois faire quelque chose », dit soudain James, d'une voix plus forte qu'il ne l'avait été de toute la soirée. « Je dois réparer cela, non seulement pour moi, mais aussi pour sa mémoire. » Margaret acquiesça, sentant qu'ils avaient atteint le moment où la compréhension allait se transformer en action. « Qu'avez-vous en tête ?» James regarda autour de lui dans le restaurant, le voyant d'un œil nouveau. Ce n'était pas seulement un restaurant, c'était un monument dédié à la femme qui avait changé sa vie, un lieu où ses valeurs et son esprit continuaient à nourrir tous ceux qui franchissaient la porte. Mais c'était aussi une entreprise qui luttait pour survivre dans un monde qui privilégiait de plus en plus l'efficacité, au détriment de l'authenticité. « Cet endroit, dit-il, sa voix devenant plus forte à chaque mot, le Maple Grove Diner, représente tout ce en quoi Rose croyait. C'est un lieu où les gens se nourrissent, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. C'est exactement le genre d'institution qui disparaît lorsque les communautés changent, lorsque le progrès oublie d'honorer les fondations sur lesquelles il s'est construit. » Margaret sentit son pouls s'accélérer lorsqu'elle commença à comprendre où ses pensées la menaient. « James, que voulez-vous dire ?» Il se leva et fit les 100 pas dans le petit espace entre les banquettes, tandis que son esprit se mettait à fonctionner avec l'intensité concentrée qui avait bâti son empire. « Je dis que l'héritage de Rose ne devrait pas se limiter à un souvenir. Il devrait être vivant, respirer, grandir. Ce restaurant devrait être le premier d'une longue série, une chaîne de restaurants qui prouve qu'on peut réussir sans sacrifier son âme. Parfois, les moments les plus forts de la vie surviennent quand on s'y attend le moins. Une simple photo, un souvenir partagé, et soudain, tout change. » James Van Dyke est entré dans ce restaurant en tant qu'homme prospère, mais vide, hanté par les choix qui, selon lui, l'avaient défini. Il en est ressorti en tant que quelqu'un qui avait enfin compris que le succès sans cœur n'est qu'une forme coûteuse d'échec. Margaret James lui a montré que certaines relations transcendent le temps, que l'amour semé avec foi peut s'épanouir des décennies plus tard d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Leur histoire nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour honorer les personnes qui ont cru en nous alors que nous ne pouvions pas croire en nous-mêmes.